Cher professeur, la thématique d'aujourd'hui se portera sur Mohamed Rachid Rida, rahimahullah. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cher professeur, je voulais vous demander, est-ce que notre histoire est seulement écrite par des anciens? En fait, aujourd'hui, on entend beaucoup, on se réfère, ou en tout cas, certaines personnes prennent beaucoup de références par rapport à des anciens personnages de la communauté. Et je me posais cette question, c'est est-ce que notre histoire est seulement marquée par des anciens, par nos anciens en tout cas? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بارك الله فيك أخي سفيان pour cette nouvelle invitation à pouvoir partager cet échange en ta compagnie, en ton agréable compagnie autour de Mohamed Rachid Rida. Je remercie une fois de plus la Ligue des musulmans de Belgique pour cette émission plus qu'agréable et intéressante que nous partageons avec le grand public pendant ce mois béni de Ramadan. C'est une bonne question. En fait, j'ai envie même de dire que le souci que nous rencontrons aujourd'hui n'est pas seulement au niveau de la jeunesse, même au niveau de la grande masse musulmane, c'est que pratiquement nous ne connaissons que les noms de personnages illustres anciens, qu'ils soient savants, qu'ils soient philosophes, qu'ils soient inventeurs d'un objet quelconque, scientifique, homme d'État, commandant militaire, sultan, etc. On a l'impression que notre histoire s'est arrêtée à un certain siècle. Et que depuis lors, il n'y a plus eu de nouveaux personnages, de nouveaux acteurs de la Ummah jusqu'à aujourd'hui. Cette idée reçue a besoin d'être déconstruite, parce que bien au contraire, nous avons de nombreuses sommités dans de nombreux domaines qui ont traversé tous les temps jusqu'à aujourd'hui. Et ces sommités sont légion dans l'histoire de l'islam. Et Mohamed Rachid Rida fait partie de celle-ci. Il est peu connu du grand public, et je pense que cette émission que nous passons ensemble est l'occasion de le faire connaître. Professeur, une personne lambda donc de tous les jours, maintenant voudrait se renseigner sur ces personnages. Il doit se renseigner vers ces personnages parce que voilà, il a l'objectif de connaître un peu son histoire. Comment fait-il pour pouvoir chercher en tout cas les références sur lesquelles il doit s'appuyer, les personnes qu'il doit réellement chercher? Quel est le processus? Y a-t-il vraiment un processus tout d'abord? Et puis s'il y en a un, c'est lequel? Ta question est par rapport à des références? Je n'ai pas bien saisi. Par rapport à des références, oui, clairement. Par rapport aux références. Alors, parce que des références, alhamdoulilah, ces dernières années, nous avons de plus en plus de références historiques musulmanes en langue française. Il est vrai que la littérature historique musulmane reste essentiellement en langue arabe, arabophone, mais Dieu merci, ces dernières années, il y a quelques maisons d'édition, parmi lesquelles une qui s'intitule Ribat, qui a publié pas mal d'ouvrages en langue française sur le sultan marocain de la dynastie des Almoravides, Youssef ibn Tashfin, sur la conquête de l'Égypte par les musulmans, sur également nous avons aussi sur les janissaires par exemple, c'est-à-dire c'est le premier livre qu'ils ont publié, ça s'intitule Le roman des janissaires. Et bien des ouvrages. Et parmi les ouvrages intéressants que je me permets de conseiller à notre cher public, il y a les héros de l'islam. Les héros de l'islam, c'est un ouvrage très intéressant qui regroupe plusieurs figures de l'islam qui ont traversé les temps jusqu'à notre époque contemporaine. Un autre ouvrage aussi que je peux aussi recommander, même s'il n'est pas entièrement consacré à des personnages, c'est les 101 moments de l'islam. De la même maison d'édition, si je ne me trompe pas. Parce que la fois dernière, on en avait parlé, j'ai retrouvé ces deux livres facilement sur Internet. Le deuxième ouvrage, c'est l'édition Sarrazin, et le premier, c'est l'édition Ribat. D'accord. Le deuxième est très intéressant parce qu'il réunit 101 dates qui ont marqué l'histoire de l'islam, quel que soit le domaine et le champ. Et je recommande vivement, mes chers frères et sœurs, à se procurer ce genre d'ouvrage et d'autres de la collection des éditions Ribat qui nous en disent beaucoup sur l'histoire musulmane, ancienne et contemporaine.
Barakallahu fik. Pour entrer maintenant dans le vif du sujet, parce que le temps nous est limité malheureusement, alhamdoulilah aussi par la même occasion. Mais la deuxième question, c'est quelques mots sur Mohamed Rachid Rida, dans un premier temps, par rapport au contexte, par rapport au temps. Comme je l'ai fait lors de la première fois, lorsque j'avais évoqué l'imam al-Nawawi, cet exercice, je m'y suis également prêté pour ce qui est de Hassan Basri. Je vais faire la même chose pour ce qui est de notre personnage, Mohamed Rachid Rida. Mohamed Rachid Rida est originaire du Liban. Avec une précision pour ne pas tomber dans l'anachronisme, le Liban de l'époque était lié à la Syrie. La Syrie et le Liban ne faisaient qu'un seul pays. C'est la partition coloniale qui a fait, à la veille des indépendances, qui a fait qu'on a délimité les frontières de ces deux pays-là. Mais à l'origine, la Syrie et le Liban ne faisaient qu'un seul pays. C'est pour cette raison que dans les biographies contemporaines de Mohamed Rachid Rida, on parle de Rachid Rida comme étant un Syrien et pas un Libanais. Donc cette nuance est très importante pour resituer, en tout cas, ça a tout son sens. Bien sûr, historique. Il est né dans un village qui s'appelle Al-Qalamoun, non loin de la ville de Tripoli. Il faut savoir qu'il y a deux Tripolis. Il y a dans la géographie musulmane ce qu'on appelle Taraboulz al-Sharq et Taraboulz al-Gharb. Il y a Tripoli ouest et Tripoli est, ou Tripoli d'Orient et Tripoli d'Occident. Tripoli d'Orient, c'est la ville se trouvant aujourd'hui au Liban. Et Tripoli d'Occident, c'est la capitale actuelle de la Libye. D'accord ? Donc on a deux villes dans le monde arabe et musulman qui portent le même nom, Tripoli. Donc il est né dans ce village Al-Qalamoun, non loin de la ville de Tripoli, je rappelle Tripoli Orient, donc au Liban. Il est né en 1865. Je vais déjà donner les dates. Et après ça, on va essayer de remettre les choses. Il n'y aura pas de calcul mathématique. Je te le promets. Donc, il est né en 1865 et il est décédé en 1935. C'est quand même un de nos contemporains. En 1935, il est décédé à l'âge de 70 ans, 70 ans. Alors, maintenant, c'est un peu le contexte. Il est apparu à une époque où le Moyen-Orient est sous la botte coloniale, française et britannique. Comme on le sait, à partir de 1917, il faut savoir, pour être plus précis, c'est que notre personnage a vécu à la frontière, en fait, de deux époques. C'est la fin de l'Empire ottoman et c'est l'avènement de ce qu'on appelle les mandats coloniaux, mandats britanniques et français. Donc, quand il est né en 1865, et à ce moment-là, le Liban et la Syrie aussi étaient des provinces ottomanes. Et c'était le sultan Abdelaziz qui régnait à Istanbul. Le sultan Abdelaziz qui est l'oncle du sultan Abdelhamid II. Le sultan Abdelhamid II succède à son oncle Abdelaziz, qu'un intermède qui est celui du sultan Mourad, qui a régné moins d'1 an. Il était déclaré fou et il a été écarté du pouvoir en faveur de son frère qui est sultan Abdelhamid II. Donc, en résumé, cette période-là, c'est la période où il est né, où la Syrie et le Liban étaient encore sous autorité, sous tutelle ottomane. En 1917, dans les préparatifs de la fin de la Première Guerre mondiale, il y a des discussions très âpres qui sont menées au sein de ce qu'on appelle la Société des Nations, la SDN. La Société des Nations, c'est l'ancêtre des Nations Unies, l'ONU d'aujourd'hui, qui avait son siège en Suisse, à l'époque, à Genève. De grands débats vont être soulevés, consistant à déjà décider du partage des territoires ottomans. En fait, on veut dépecer l'Empire ottoman, qui est en train de perdre la Première Guerre mondiale. Pour rappel, l'Empire ottoman est entré dans la Première Guerre mondiale aux côtés de l'Empire allemand. Donc ils ont fait alliance, ils sont entrés ensemble dans cette guerre. Et les Ottomans étaient en train de perdre, au même titre que les Allemands. Donc les puissances européennes, donc victorieuses, se préparent déjà à se partager le gâteau. Et c'est ainsi que le Liban et la Syrie sont revenus à la France, et la Palestine, l'Irak ont été confiés aux Britanniques. D'accord ?
Il y a un protectorat français-britannique, ainsi de suite. Mais en même temps, un détail important pour comprendre le contexte dans lequel a vécu notre personnage, c'est que c'est la période de la décadence de l'Empire ottoman. La montée en puissance de l'Europe. Il faut savoir qu'entre-temps, il y a des régions du monde musulman qui sont déjà occupées par les Européens. Je prends l'exemple de l'Algérie, qui a été occupée en 1830. 1830, si on fait un calcul mathématique, c'est 35 ans avant la naissance. Pourquoi vous rigolez? C'est parce que j'aime bien te taquiner, c'est pour ça. D'accord? Et la montée en puissance de l'Europe, l'Europe aussi est dominante au niveau international, elle a la technologie, la force militaire, politique, alors que le monde musulman est en pleine décadence. Et son porte-étendard, qui est l'Empire ottoman, on le surnomme à l'époque l'homme malade. D'accord? L'homme malade. Et cette appellation, elle vient d'ailleurs d'un tsar russe, c'est lui qui a donné ce nom-là, suite à une discussion qu'il a eue avec l'ambassadeur britannique qui était en poste à Istanbul. Enfin, qui était en poste, pardon, à Moscou. Cette époque-là est l'époque du grand questionnement dans les élites religieuses et intellectuelles musulmanes, à Istanbul, au Caire, à Damas, Bagdad, Tunis, Fès. Il y a des élites musulmanes, intellectuelles, religieuses, qui se posent de très grandes questions. Comment faire en sorte que nous puissions, nos contrées à nous qui avons dirigé le monde pendant des siècles, comment pourrions-nous inverser la tendance et rattraper le retard dans lequel nous sommes, dans tous les domaines. Je ne vais pas détailler les différents courants de pensée qui sont nés à cette époque-là, mais il y a un courant qui va faire parler de lui, on appelle ça le courant de la Nahda, la renaissance arabo-musulmane, avec des sensibilités différentes. Et c'est dans ce climat-là que Mohammed Rashid Rida va grandir. Donc il est témoin de la décadence de l'Empire ottoman, très faible, décadence des sociétés musulmanes aussi, et en même temps, il va découvrir dans son jeune âge de grands personnages qui sont un peu les pionniers de ce courant réformiste musulman. Et je n'en citerai que deux ici. Nous avons Jamal el-Din Abrani et nous avons aussi Mohammed Abdou. Je tiens à préciser que je suis en train d'exposer des faits historiques et je n'entre pas dans le débat des idées en question. Ça, c'est encore autre chose. Mais ils ont le mérite de faire partie de ce courant-là, le courant de la Nahda. Mohammed Rashid Rida grandit dans ce village. Son père était imam dans une mosquée locale. Il va apprendre le Coran très jeune. Il va suivre un cursus religieux classique. Il va se lier d'amitié avec un de ses professeurs qui s'appelait El-Jisr. Et ce professeur avait comme compétence assez exceptionnelle à l'époque, c'est que non seulement il avait une formation religieuse, mais il avait aussi une ouverture dans ses connaissances sur les sciences profanes. On appelait à l'époque l'ulum al-asriya, les sciences modernes. Il avait une grande connaissance, il en connaissait un rayon. Et ça va quelque part intéresser Mohammed Rashid Rida. C'est son premier contact avec, entre guillemets, la modernité. D'accord? En dehors des sciences islamiques. Pourquoi? Parce qu'il a affaire à un homme qui parle plusieurs langues, entre autres le français, qui connaît très bien l'Europe, qui a une connaissance dans l'histoire, dans la sociologie, dans la philosophie, dans de nombreux domaines, de sciences, pardon, qui sont à l'époque maîtrisés par l'Occident et l'Europe. C'est déjà son premier contact avec cette connaissance non religieuse. Et surtout avec l'ouverture, qui malheureusement n'était pas très présente à l'époque. L'ouverture d'esprit n'était pas très présente dans les milieux religieux de son époque. L'environnement religieux était très sclérosé. On se basait sur l'héritage des anciens. Mais on ne voulait pas voir le futur en se servant des outils qui sont à notre service. En 1898, il va quitter le Liban pour venir s'installer en Égypte. Il faut savoir qu'entre-temps, lorsqu'il était au Liban, il a pu rencontrer le cher Mohammed Abdou, qui était un savant azharite, qui est, comme je disais, l'un des ténors de ce courant de pensée réformiste, la Nahda, Renaissance en arabe. Il l'a rencontré dans mes souvenirs 2 fois au Liban. Il était de passage et a dispensé quelques cours et conférences, mais il veut se rendre directement à la source, qui est le Caire. Le Caire, à l'époque, bouillonnait
de débat d'idées religieuses, intellectuelles. C'est un centre important d'échange, c'est un laboratoire d'expérience réformiste, en tout cas en termes d'idées et d'échanges intellectuels et religieux. Et il va se déplacer pour s'installer là-bas. À ce moment-là, il ne va pas quitter d'une semelle celui qui deviendra son maître à penser, Mohammed Abd. Jamal Din Abrani, c'est un peu différent parce qu'avec Jamal Din Abrani, il a juste gardé une correspondance avec lui. Parce que Jamal Din Abrani, à cette époque-là, lorsque notre Mohammed Rida est jeune, il accède à l'âge adulte, Jamal Din Abrani n'est plus libre de ses mouvements. Il est suspecté d'avoir des liens avec les puissances britanniques. Et de ce fait, le sultan ottoman l'a placé en résidence surveillée à Istanbul. Donc il n'a eu qu'un échange de courrier avec lui. Ce qui n'est pas le cas avec Mohammed Abd. Mohammed Abdou, il va le côtoyer de près. Ils vont échanger pas mal d'idées. Et c'est ainsi que notre personnage va épouser les causes réformistes sur lesquelles on reviendra lorsqu'on parlera de son œuvre. Professeur, oui, justement, par rapport aux œuvres, exactement. Par rapport aux œuvres, on sait que pour que son nom perdure dans le temps, ou en tout cas pour qu'on l'entende jusqu'à aujourd'hui, en 2021, je sais pas réfléchir à ce qu'on est en 2020, pas Corona, on a tout perdu le temps. Donc en 2021, pour qu'aujourd'hui on puisse encore parler de lui, il a clairement réalisé quelque chose qui fait que son nom a pu perdurer dans le temps. Quelle est son œuvre? Tout acteur, dans n'importe quelle société, il est toujours le fruit de son temps. Pourquoi? Parce qu'il influence son époque, et son époque l'influence également. C'est le cas ici de Mohammed Rida. Je le rappelle, nous sommes dans une période difficile, de décadence du monde musulman, de faiblesse de l'Empire ottoman que l'on appelait l'homme malade, donc de l'Orient et de l'Europe aussi, parce que l'Empire ottoman avait un pied sur l'Europe. C'est la montée en puissance de l'Europe, à tout point de vue. C'est l'expansion du colonialisme européen. Et comme je l'ai dit précédemment, Mohammed Rida épouse les causes réformistes et il va s'investir dans ce créneau. Il va fonder un magazine qui porte très bien son nom, qui s'appelle Al-Manar. En arabe, Al-Manar signifie le phare. Effectivement, ce magazine sera un phare rayonnant qui va rayonner sur tout le monde musulman. Il sera lu de Fès jusqu'à Jawa en Indonésie, en passant par l'Irak et l'Arabie. Dans ce magazine, nous y trouvions des articles qui parlent d'idées et de thèses réformistes pour sortir les sociétés musulmanes de leur désarroi, d'accord, de leur léthargie, combattre les superstitions, combattre le sectarisme doctrinal, combattre les causes de la division des musulmans. Nous y trouvons aussi l'explication du tafsir de son professeur Mohammed Abdou. On y trouve également comme facette, comme segment de ce magazine Al-Manar, l'actualité du monde musulman et l'actualité des acteurs musulmans dans le monde musulman. D'accord. Tous ceux qui jouent un rôle en faveur du renouveau et de la renaissance du monde musulman. Il va fonder aussi une école qui s'appelle l'école de la prédication et de la guidée, Madrasatul Da'wat wal-Irshad, et il va surtout viser les étudiants qui viennent de l'extérieur de l'Égypte. Parce qu'il veut faire de cette école un vecteur de transmission des idées réformistes de l'époque, dont lui en est un fervent défenseur. Et on aura même un savant indonésien qui va faire ses classes chez Mohammed Rida et qui va rentrer sur son île, en Indonésie, et va prêcher les idées des idées réformistes, alors qu'en son temps, l'Indonésie était sous la botte hollandaise. D'accord. On peut constater qu'il n'a pas simplement œuvré dans son quartier. C'est ça, il a vraiment été plus loin. Tout à fait, il a été plus loin. Et Mohammed Rida, au même titre que Mohammed Abdou, pour eux, la réforme du monde musulman doit prendre plusieurs formes, mais elle doit surtout viser deux vecteurs importants. Al-Sahafa et Al-Ta'lim. La presse, donc les médias, Al-Ta'lim, l'enseignement. Pourquoi Mohammed Rida parle de ces deux vecteurs? Mohammed Abdou aussi. Parce que la presse, à l'époque,
la presse écrite, on s'entend bien, à l'époque, était très suivie par ces élites. Et elle a formé des générations de gens lettrés, qui lisent des journaux, qui se renseignent, et les idées partagées dans ces journaux sont discutées dans des cafés, dans des clubs, dans des salons, un peu comme ce qui se passait en Europe. Et donc pour notre personne, Mohamed Rachid Rida, ce service de la presse était un vecteur puissant pour diffuser à grande échelle les idées de réforme et de renaissance du monde musulman. Ce n'est pas par hasard qu'il a fondé son magazine El Manar. Le deuxième vecteur, c'est l'enseignement. L'enseignement est très important pour lui. Parce que l'enseignement, on forme des générations. On propose des outils. Comment dirais-je, on forge des bagages auprès de ces jeunes qui vont retourner après dans leur village, dans leur ville, dans leur pays, dans leur région, et à leur tour vont participer à la marche de la renaissance Narda du monde musulman. Grosso modo, c'est ce qu'on peut dire par rapport à l'œuvre de Mohamed Rachid Rida. D'ailleurs, la plupart des mouvements de résistance et de mouvements de libération nationale qui ont conduit à l'indépendance des pays musulmans se sont beaucoup inspirés des idées de Mohamed Rachid Rida. Je prends un exemple, entre autres, lorsqu'on pense à ce savant algérien qui était une épine dans les pieds du colonisateur français, Abdelhamid Ben Badis. Abdelhamid Ben Badis, qui est un savant algérien malikite, qui a influencé le mouvement de libération nationale algérien et le mouvement de résistance contre la France. C'est un personnage qui s'est aussi beaucoup inspiré et influencé, il a beaucoup été influencé par l'école réformiste égyptienne et les idées qui étaient véhiculées via le magazine El Manar. Donc là, on voit que le personnage a eu une envergure internationale, et j'entends par internationale, au niveau du monde musulman. Et exactement, tout à fait. Et ces idées, encore aujourd'hui, elles sont étudiées. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'étudier en profondeur les pensées de ces hommes et aussi d'essayer de les restituer dans le contexte. Je prends un seul exemple. Mohamed Rachid Rida était très critique envers l'Empire ottoman, ce qui était en grande partie vrai. Parce qu'il y avait des dérives. Mais en même temps, sa critique à mon point de vue, a dépassé certaines limites. Parce que le seul socle fédérateur des musulmans de l'époque, c'était l'Empire ottoman. C'était le seul qui restait. C'est le dernier morceau de tissu qui réunit tout le monde. Alors si même ça on va le défaire, mais qu'est-ce qui va rester? Donc la critique de l'autorité ottomane, oui, parce qu'effectivement il y a de l'injustice dans les provinces, il y a des carences, il y a de l'incompétence, il y a une faiblesse visible, mais en même temps il faut peut-être chercher à voir comment renforcer le système et le réformer de l'intérieur. C'est un peu ça l'améliorer. Voilà, tout à fait. Ça, c'est pour l'œuvre de grosso modo. En vous écoutant, professeur, on comprend que il a réalisé quand même quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'il a réussi à dépasser le temps et puis aussi au niveau géographique, soit au niveau temporel. Et la question qui va venir, c'est quelle était sa piété? Parce que pour réaliser ce genre de choses, il faut à la fois être sincère, pour avoir de l'énergie, la force pour réaliser et pouvoir vivre. Je suppose qu'il n'a pas fait ça tout seul, donc il s'est entouré de bonnes personnes et que ces personnes ont cru en lui parce qu'ils ont vu quelque chose qui se dégageait de cette personne. Quelle était sa piété? Alors, pour ce qui est de la piété, pour ce qui est de Mohamed Rachid Rida, nous pouvons la résumer dans les points suivants. D'abord, nous avons affaire à un personnage qui a vécu dans un environnement très délétère, donc très dégradé, où il y a beaucoup d'innovation, où il y a beaucoup de superstition, où il y a beaucoup d'ignorance, où il y a un suivi aveugle, qui a ce qu'on appelle le taqlid al-a'ma, l'imitation aveugle, qui a touché toutes les écoles juridiques musulmanes, sans exception. On ne veut pas remettre en question des opinions juridiques qui ont fait leur temps, qui ne sont plus d'actualité, parce qu'elles avaient leur raison d'être à une époque. Certains juristes ne veulent pas toucher à ça. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ce qu'ils considèrent comme sacré, alors qu'on sait très bien que le sacré, c'est le Saint-Coran et la tradition prophétique. La parole des hommes, après ça, doit être analysée à la lumière de ces deux grandes sources. Et ce personnage a réussi à se frayer un chemin et à se bâtir ce que je vais appeler une religiosité éclairée. En arabe, on pourrait appeler ça at-tadayyun al-wa'i. C'est une religiosité éclairée
en fait, qui se ressourcent aux bases de l'islam même, d'accord, aux sources même premières de l'islam, qui ne refusent pas la part de la modernité qui serait en concordance avec nos valeurs, nos principes, mais qui veut avant tout déblayer le champ, se débarrasser de ces couches qui sont étrangères à l'islam. Et ça, c'est un point très intéressant par rapport à la piété et la religiosité de Mohammed Rashid. Un autre élément aussi que l'on pourrait souligner, c'est cette fibre profonde, cette sensibilité profonde qui animait Mohammed Rashid. Il était très sensible à ce qui arrivait aux musulmans aux quatre coins du globe. Au point qu'on relate dans sa biographie que lorsque sa mère entrait auprès de lui, qu'elle le trouvait triste, et lui dit, ne me dis pas qu'il y a des musulmans en Chine qui ont été persécutés. Donc il a cette sensibilité de se préoccuper des autres, de l'intérêt des musulmans, eux qui se trouvent. Troisième chose très importante, la force des convictions. Il ne troque pas ses convictions pour des intérêts ou par opportunisme. Il n'épouse pas des thèses ou des idées par opportunisme. Il est convaincu et il participe à un projet. Il n'est pas là pour détruire, il est là pour construire. Et c'est ça la grande différence entre quelqu'un qui prétend réformer et qui ne fait que détruire, et qui n'apporte aucune alternative crédible, parce que lui-même n'est pas crédible, parce qu'il n'a pas les compétences nécessaires, et un savant azhari de surcroît, comme Mohammed Rashid Rida, qui a les compétences religieuses, qui a des grandes connaissances profanes, qui, Inch'Allah, avait la sincérité, et quatrièmement, qui était un personnage qui était convaincu et qui proposait une feuille de route qui part de notre système de référence islamique, sans se couper de ce que peut nous apporter la modernité comme chose positive. Voilà quoi puisse résumer la piété de notre personnage. On va arriver tout doucement à la fin de notre émission, professeur. Et la dernière sur ce sujet en tout cas. Professeur, quelles leçons pouvons-nous en tirer, en tout cas comme exemple, pouvons-nous tirer pour nous-mêmes au jour d'aujourd'hui, pour nous, personnes qui vivons aujourd'hui à Bruxelles? Et je voulais savoir quelles leçons on pouvait en tirer de ce personnage. Il y a plusieurs leçons que l'on peut tirer de la vie et l'expérience de Mohammed Rashid Rida, qui est décédé en 1935, pas très loin de notre époque. Nous-mêmes, nous avons un pied dans le XXIe siècle et un autre dans le XXe siècle. La première leçon, il y en a beaucoup, mais je vais en prendre quelques-unes à titre sélectif. La première des leçons, c'est de se préoccuper des affaires d'intérêt commun. Parce que la foi, l'iman, le din, notre religiosité, elle ne peut pas se vivre de manière purement individuelle, si pas individualiste. Je pense que ma petite personne, et ce qui se passe autour de moi n'est pas très important. Je me donnerai bonne conscience en donnant la sadaqa, en donnant la zakat, en aidant de temps en temps quand je peux. Non, je dois m'inscrire dans, chacun à son niveau bien sûr, mais dans une préoccupation des intérêts collectifs de cette umma, de cette communauté à laquelle j'appartiens. Ça c'est la première chose. Ça on le voit clairement dans Mohammed Rashid Rida. La deuxième chose, ou la deuxième leçon, c'est de ne pas avoir peur de défendre ses opinions et ses convictions. Et d'avoir cette force de les soutenir. Parce que aujourd'hui, dans la sphère de l'islam, on a deux extrêmes. On a l'extrême de celui qui se met dans une posture défensive, où il est toujours en train de se justifier et s'expliquer. Et on a l'autre extrême, c'est l'opportunisme. C'est certains qui font de la participation communautaire, de tout changement, ils en font en fait une opportunité pour briller. Et puis nous avons le juste milieu. Le juste milieu qui consiste à ne pas se sentir complexé par rapport au fait que nous avons un dîn, que nous avons une histoire, que nous avons un patrimoine, qu'il y a eu des échecs, il y a eu des réussites, il y a eu des drames, il y a eu des moments de joie et de gloire. C'est ça l'histoire des hommes. Pas une histoire parfaite. L'histoire des hommes,
pour reprendre l'expression française, la vie n'est pas un chemin. Donc la vie n'est, c'est pas comme la vie n'est pas à l'image d'un fleuve qui prend son chemin tranquillement. Non. L'histoire, elle est faite de réussite, d'échecs, de gloire, de drames, et ainsi de suite. Donc avoir la force des convictions et être sincère dans notre engagement. Enfin, troisième chose, c'est l'outillage, le savoir, qu'il soit profane ou religieux. Très important. Très très important. Toute personne qui veut participer à n'importe quel type de projet et à n'importe quel type de changement, il se doit d'être outillé. Et pour être outillé, s'il parle de changement dans la sphère musulmane et communautaire, il a d'abord intérêt à bien connaître d'abord son histoire, son patrimoine, avant de s'engager. Parce que certains veulent faire un changement alors qu'ils ne connaissent pas grand-chose. Leur connaissance est plus que maigre et pauvre quant à leur propre histoire. Donc ils ne font que démolir au lieu de construire. Voilà, ils font que démolir, construire, ils font que concocter, ils ne font que picorer des idées par-ci et par-là, dont ils n'ont même pas vérifié de manière critique la teneur, et ils pensent que c'est une bonne idée pour... Un peu comme le groupe WhatsApp où juste on partage... Voilà, tout simplement. Ouais. Sans vérifier ou sans analyser. Et ça, on le voit dans la vie de Mohammed Rachid Rida, on a affaire à un savant. Mais un savant qui n'est pas seulement dans le domaine religieux. C'est quelqu'un qui a une très grande culture générale. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux autres domaines de la connaissance. Il sort de sa zone de confort. C'est la leçon avec laquelle je voudrais terminer, Inch'Allah, qui pourrait être utile pour nos jeunes et même nos moins jeunes, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, cher professeur, il nous reste encore quelques minutes. Nous sommes vers la fin du mois de Ramadan. Un petit conseil pour nos frères et sœurs qui vont quitter bientôt ce mois qui a été généreux pour nous à travers toutes ces vidéos qui ont été organisées par la LMB TV. Si vous pouvez donner un ou l'autre conseil vite fait avant de terminer cette émission pour nos frères à la sortie de ce mois. Alors, tout simplement, et Inch'Allah, j'espère que ces conseils seront tous les miens, je l'espère. Le premier de ces conseils, c'est d'essayer, même si ce n'est pas facile, un temps soit peu, d'essayer de se maintenir sur le cap de la continuité. Parce qu'on s'est investi beaucoup au Ramadan dans la lecture du Coran, dans le fait d'écouter certains cours, dans le fait de se nourrir, de s'enrichir, dans les prières surrogatoires, etc. Mais souvent, ces efforts, ces investissements partent comme, on va dire, et s'effondrent comme un château de cartes après le mois de Ramadan, ce qui est dommage. Donc, marquer le coup sur la continuité. Quelque chose de simple pour pouvoir aller plus loin. Voilà, ça c'est simple. Et continue. Le prophète, c'est ce qu'il disait. Lorsque Aïcha lui a demandé, il lui a dit Ayyul a'mal ahabbu ilallah. Question très importante que nous-mêmes nous devons nous poser. Quelle est l'œuvre la plus aimée par Dieu? Le prophète de répondre sallam Adwamuha wa in qallat. C'est l'œuvre continue, fût-elle minime. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, c'est que nous devons de demeurer en tout temps et en tout lieu des apprenants permanents. Ramadan, beaucoup de gens lisent et s'instruisent pendant Ramadan. Mais nous voulons que ce périple d'instruction, d'acquisition de connaissances ne se résume pas à Ramadan. Nous voulons que cela continue après Ramadan et que ça continue jusqu'à la fin du jour. Nous voulons une religiosité, comme je disais tout à l'heure, avec l'exemple de Mohammed Rachid Rida, nous voulons un tadayyun wa'in. Nous voulons une religiosité éclairée. Pas une religiosité qui va un peu à l'à peu près. Éclairée par la connaissance. Mon cheminement spirituel, il est éclairé par ma connaissance, qu'elle soit religieuse ou profane. Parce que le plus important, je termine là-dessus, le plus important, ce n'est pas la quantité de l'information, mais c'est la qualité de l'information. Parce que malheureusement, même dans l'acquisition des connaissances, nous sommes dans un mode de consommation à outrance. Alhamdoulilah que le savoir est très vulgarisé, mais ne tombons pas dans ce travers. Essayons de chercher l'information de qualité. Et l'information de qualité, c'est l'information qui me sera utile,
qui va m'aider à m'enrichir intellectuellement, religieusement, et qui va m'aider à avancer, que ce soit sur le plan de la foi ou dans n'importe quel domaine de la vie, même au niveau du fait d'affiner ses compétences, quelles qu'elles soient.